Nous ne sommes pas nos problèmes, nous sommes les histoires que nous en faisons. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Pour poursuivre notre voyage dans le TDAH peut-être, mais surtout dans les pratiques narratives, j'ai envie aujourd'hui de vous raconter l'article dont je vous parlais dans l'épisode d'hier, écrit par Michael White. Et je vais commencer par vous raconter un peu qui est Michael White et pourquoi on s'occupe de lui aujourd'hui. Michael White, c'est un thérapeute d'origine australienne. Il est né à Adélaïde en 1948. Il était thérapeute de famille, mais pas tout à fait satisfait des méthodes avec lesquelles il devait travailler. Il a fait ça avec son collègue néo-zélandais qui s'appelle David Epstone. On était dans les années 80 et ils ont créé ce qu'on appelle justement les pratiques narratives, qui est en fait une approche d'abord thérapeutique, complètement révolutionnaire, qui part d'une idée très simple mais aussi très puissante. Nous ne sommes pas nos problèmes, nous sommes les histoires que nous en faisons. Alors comment on s'occupe de ça un petit peu plus ? L'idée c'est de mettre à distance les histoires qu'on peut rencontrer et ne pas être un problème soi-même, mais avoir peut-être une relation avec quelque chose de difficile durant un temps donné dans sa vie. Michael White, il a travaillé toute sa vie avec des personnes que la société considérait comme difficiles, très très joli euphémisme. Par exemple, des enfants qui étaient catalogués comme des perturbateurs ou des familles qui étaient en bout de course, qui étaient fatiguées, des parents fatigués, des parents un peu à court de solutions par rapport à ce qu'ils vivaient avec leurs enfants. Des adultes aussi qui étaient marqués par des diagnostics de santé souvent très lourds. Et plutôt que de les réduire à une étiquette qui était « je suis malade, je suis cancéreux, je suis perturbateur, je suis problématique, etc. etc. », il leur a proposé de réfléchir autrement à ce qui était en train de se passer dans leur vie et à comme séparer leur identité personnelle de ce qui les faisait souffrir ou de ce qui était compliqué à traverser à ce moment-là pour eux. Ainsi, il leur permettait de retrouver une forme de pouvoir d'agir à travers ce qu'il a appelé les histoires préférées. Ça paraît minime comme différence, mais en fait c'est fondamental parce que ça change quelque chose de très très important. Et ça veut dire qu'on est de nouveau dans le pouvoir d'agir de sa propre histoire. On a de nouveau la possibilité de pouvoir se souvenir que nous ne sommes pas que en train de chercher du travail, mais nous sommes aussi les rois du gâteau au chocolat, par exemple. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Il s'est mis à accompagner des familles et des personnes avec ces outils-là, et puis on s'est très vite rendu compte que ça produisait des effets énormes. Il a écrit plusieurs livres, mais il y en a un qui est vraiment très connu, qui s'appelle « Carte des pratiques narratives » et qui rassemble en fait des dizaines de récits cliniques, d'expériences qu'il a pu mener avec ses patients et qui sont devenus extrêmement symboliques de l'approche narrative et de la manière dont on pouvait accompagner les personnes avec cette façon-là de travailler. Et dans ces histoires, il y a celle de Jeffrey. Jeffrey, c'est un petit garçon qui arrive un jour dans son cabinet avec ses parents. Il vient d'être diagnostiqué d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et ses parents sont complètement à bout de solution parce qu'ils ont choisi de médiquer leur enfant, de lui donner ce qu'on appelle de la Ritaline. Et ils trouvent que depuis que Jeffrey prend ce médicament, il n'est plus tout à fait lui-même. En tout cas, ils ne le reconnaissent pas complètement. Et ils décident en fait d'arrêter la médication, mais c'est invivable parce que leur gamin, il est vraiment complètement hyperactif et il part dans tous les sens et ils ne savent plus trop quoi faire. Et on leur parle de l'approche de Michael White. Alors un jour, ils débarquent dans son bureau pour aller discuter avec lui et avec leur enfant, donc Jeffrey qui est là, et puis qui vient parler du TDAH à ce thérapeute qui les reçoit dans son bureau. Et c'est là en fait que Michael White nous explique comment il a pris en charge ce petit garçon, comment il a pour la première fois mis en place ce qu'il a appelé ensuite l'externalisation. L'externalisation, c'est un élément absolument clé des pratiques narratives, puisque c'est l'art de séparer la personne du problème pour ouvrir de nouveaux chemins. Donc c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça veut dire que l'idée, c'était de décoller cette histoire de diagnostic de TDAH du petit garçon
pour que le petit garçon retrouve un pouvoir d'agir sur ce diagnostic et qu'il ne soit pas noyé dans le fait qu'il avait un problème d'hyperactivité et que ça empêchait de voir toutes sortes d'autres choses de lui-même. Alors, comment il s'y est pris ? Eh bien, il s'y est pris avec toute une histoire que je vais vous raconter maintenant. Jeffrey a 10 ans le jour où il rencontre Michael White. Depuis des mois, il entend partout les mêmes mots. On lui dit qu'il est trop agité, qu'il écoute jamais, qu'il tient pas en place. Et ses parents, Andrew et Beth, ils sont complètement à bout de solutions. Et même l'école parle de troubles du comportement, le médecin, il évoque le fait de prendre un traitement, et ils entendent parler de Michael White, donc un jour il débarque dans son bureau. Michael White, il regarde Jeffrey, il dit « Et si c'est pas Jeffrey qui est le problème, mais que si le problème c'était le TDAH ?» Et ça, c'est la première étape de ce qui va se vivre avec Jeffrey. Et là, Michael White, il proposera à Jeffrey de dessiner son TDAH, parce que Jeffrey, il en entend parler tout le temps, il sait que tout le monde parle de ça quand on parle de lui, c'est comme s'il s'appelait Jeffrey TDAH et plus seulement Jeffrey. Il sait bien que ce monstre a l'air de vivre en lui. Alors Jeffrey, il s'empare de tous les crayons qui sont à disposition et puis il dessine. Et il va dessiner une espèce de créature immense qui colle un peu, qui est tout le temps en train de bouger, qui a plein de gestes qui vont dans tous les sens. Puis il dessine ce fantôme en fait un peu bruyant qui lui saute sur les épaules quand il essaye de se concentrer. Et puis il dessine ça. Michael White, il regarde son dessin et il lui dit « Mais ah bon, mais tu l'appellerais comment cette créature ? Tu lui donnerais un nom si tu pouvais ?» Et là, Jeffrey, il dit « Ouais, en fait, j'aurais envie de l'appeler Tada, puisque c'est le nom qu'on me donne tout le temps. » Puis après, il dit « En fait, je crois qu'il s'appelle plutôt Tad. » C'est-à-dire que Michael White remarque qu'il ne prononce pas le A. Donc, il dit Tad et pas Tada. Et il lui dit « Écoute, on va dire que désormais, ton œuvre, là, ta créature, elle s'appelle Tad. » Et donc là, Michael White lui demande de raconter quand Tad est le plus fort. Puis Jeffrey, il réfléchit, puis il dit quand la maîtresse, elle parle trop longtemps, ou bien alors quand je m'ennuie, ou bien alors quand tout le monde crie à la maison. Et puis là, Michael White lui dit puis quand Tad est plus calme, quand il te laisse tranquille, c'est comment ? Et Jeffrey, il sourit, puis il dit c'est quand je joue dehors, quand je peins, ou quand papa rigole, là ça va mieux en fait. En quelques minutes, Jeffrey, il arrive à découvrir tout de suite qu'il y a des moments où Tad est pas actif, où il perd du pouvoir. Puis il y a d'autres moments où il est tout le temps là parce que il prend toute la place en fait à certains moments. Jeffrey, il comprend aussi un autre truc, c'est qu'il a compris comment faire pour faire taire Tad, qu'il n'était pas toujours actif, puis qu'il y avait des choses qu'il faisait dans sa vie qui n'étaient pas des choses qui nourrissaient Tad et qui le rendaient beaucoup plus tranquille. C'est là que Michael White a compris la puissance de l'externalisation, c'est-à-dire de mettre quelque chose à distance, un problème à distance, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir être le mieux observé, apprivoisé, peut-être déconstruit, et puis surtout déplacé. Alors, dans l'étape suivante, Michael White il va demander à Jeffrey de faire équipe avec ses parents pour surveiller Tad. Comment ils vont s'y prendre ? C'est pas pour le punir, pas du tout, mais c'est pour mieux le connaître, pour mieux comprendre ce qu'il fait, pour mieux comprendre à quel moment il agit, puis à quel moment il est moins actif. Donc là, Jeffrey, il a besoin de ses parents pour faire ça. Et donc, il leur propose même un jeu, c'est de peindre Tad quand il essaye de semer le chaos dans la maison. Alors là, les parents, ils vont contribuer à une nouvelle œuvre où on va essayer de revenir ensemble sur à quoi il ressemble Tad et puis quelle tête il a en fait. Il les laisse partir pour quelques semaines et ils reviennent après dans une nouvelle séance et toute la famille arrive avec le portrait de ce fameux Tad. Et là, Jeffrey, il est hyper fier parce qu'il a absolument compris comment était ce Tad. Donc, il comprend de mieux en mieux à quel moment Tad apparaît et à quel moment il est tranquille. Et puis surtout, ses parents sont associés à son histoire, puisqu'ils sont tous en train de chercher quelles sont les caractéristiques de Tad, puis qu'est-ce qui le réveille et qu'est-ce qui pourrait un peu l'endormir. Jeffrey, il a aussi compris un truc, c'est qu'il est beaucoup plus rapide que Tad. Alors il est hyper fier et il le dit à Michael White. Et on voit, à travers ce qu'il est en train d'exprimer, que le problème a changé de place. Jeffrey, c'est plus la victime d'un trouble. Il devient le héros d'une histoire où il va apprendre à vivre avec ce compagnon un peu capricieux.
Qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? C'est là que Michael White a renversé ce fameux récit dominant, c'est-à-dire ce récit de problème qui prend toute la place. Tout à coup, il prend plus toute la place. Il y a tout à coup une place aussi pour créer cette fameuse histoire préférée, l'histoire préférée de Jeffrey, qui sait que parfois il est plus rapide, qui sait que parfois il peut endormir Tad et qu'il a le pouvoir en fait sur ce personnage. Michael White, il n'a jamais demandé à Jeffrey d'être calme, de rester sage, de se rendre plus normal ou Dieu sait quoi, pas du tout. Il n'a pas du tout essayé de faire ça. Il lui a simplement redonné un pouvoir, c'est celui de nommer ce qui l'envahissait, de lui donner une image, de lui donner une existence, comme si ça permettait un peu de se désidentifier de ce problème. C'est ça. Les pratiques narratives, c'est très exactement ça. C'est aider les personnes à retrouver leur place d'auteur dans leur propre vie. Parce que nous avons la possibilité de développer une histoire qui nous enfonce, ou au contraire une histoire qui va nous porter et nous permettre d'aller plus loin. Et ça parle aussi de nos énergies, ça parle de notre capacité de voir le positif, même quand on vit des choses difficiles. Ça part aussi du fait que quand on vit des échecs, qui peuvent être considérés comme des échecs, ça dépendra tout à fait de la manière dont on va manager cette situation-là et qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on pourrait considérer comme un échec, qui tout à coup n'en devient plus un, mais est plutôt une expérience de vie. C'est très exactement ça qu'on fait avec le narratif. L'externalisation, c'est le passage de « je suis » au « il y a ». Si on le dit autrement, c'est passer de « je suis TDAH » à « le TDAH s'invite dans ma vie ». Et c'est très différent parce que ce décalage, il va tout changer. Il va rendre la honte complètement inutile au cas où on éprouvait de la honte. Par contre, il va redonner du souffle, il va redonner de la curiosité, puis pas mal de jeu dans son existence. Puis pour un enfant, c'est magnifique, mais pour un adulte, c'est tout aussi bien. Je me demande souvent ce qu'est devenu Jeffrey, parce que tout ça s'est passé en 1990. Il avait 10 ans à ce moment-là, et donc il aurait à peu près 45 ans aujourd'hui. Peut-être qu'il a eu des enfants, peut-être qu'il a un travail, peut-être qu'il a un téléphone qui vibre trop souvent puis qu'il le met parfois un peu en inconfort par rapport à son problème d'hyperactivité. Peut-être qu'il a téléchargé une appli de focus sur son téléphone puis que ça l'aide à travailler. Peut-être qu'il pratique la fameuse méthode Pomodoro qu'on conseille beaucoup au TDAH. Mais peut-être qu'il a toujours la possibilité de revoir quand Tad frappe à la porte et qu'est-ce qu'il vient lui dire. Et si Jeffrey avait si bien grandi, il pourrait aussi s'appeler Jeanne. Et il serait peut-être un de ces adultes qui auraient pu être diagnostiqués tardivement et qui découvrent qu'ils n'étaient pas trop ou à côté de la plaque, mais qu'ils étaient simplement des personnes différentes. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du récit, et dans les pratiques narratives, on le dit souvent, ce sont les histoires qui façonnent nos vies, mais nous avons le pouvoir de façonner nos histoires. Et c'est très exactement ce que Jeffrey a fait quand il avait 10 ans, et c'est peut-être ce que Jeanne pourrait faire si, à 45 ans, elle recevait un diagnostic de TDAH. Et c'est très exactement ce que nous allons vivre dans les prochaines journées, puisque je vais vous raconter l'histoire de Jeanne à travers plusieurs outils, plusieurs manières d'approcher ce diagnostic de TDAH. Mais si vous n'êtes pas du tout concerné par cette histoire-là, vous êtes peut-être concerné par d'autres choses qui se passent dans votre vie et vous pourrez appliquer l'histoire de Jeanne à votre propre situation. Et peut-être que ça vous donnera un peu d'air, un peu de distance, un peu de possibilité de voir cette situation-là différemment. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la prochaine bulle. Et si vous avez envie de réagir à tout ça, je vous lirai, je vous écouterai, je vous regarderai avec grand plaisir. À très bientôt. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.